Let's do this. On met une image. Bonjour les sorteurs de dehors et bienvenue à De dehors, le podcast de plein air qui est maintenant rendu un Facebook Live les mercredis pour ce temps de confinement qu'on a. Je suis David, votre hôte. Je suis accompagné de Marc-André. L'autre hôte? Yes. Pizzo-Rando, a.k.a. Robin. Le YouTuber Joe Explore. Et Oui. cette semaine, on reçoit à nouveau au micro de dehors Alexis Nantel, a.k.a. Alexis le randonneur. Alexis, salut, merci d'être là avec nous. Salut! Plaisir. Super. Bienvenue. On a une Bienvenue, ouais. tradition, c'est qu'on présente nos drinks pour promouvoir un peu les breuvages québécois puis tout ça. Donc moi, je vais y aller tout de suite. Moi, On je part bois fort. un... Pardon? On part fort. Ben oui, on toujours. commence avec Donc moi je, suis, l'important. ouais, moi, je suis le fort, mais le fort sucré, fait que c'est du petit amaretto avril. C'est un produit québécois. J'aime bien ça. Moi, j'ai écrit des cochonneries dessus là, quand j'étais chaud. Là. Mais overall, c'est un amaretto avril. C'est C'est pour ça que tu le présentes pas. distillerie Mariana qui fait ça dans le coin de Louisville. Fait que c'est excellent comme petit amaretto. C'est Lydiane qui m'a donné le goût la semaine passée. Ouais, Toi, c'est ça, Alex- c'est-tu la même sorte? Non, c'est pas la même sorte. C'est pas la même moi, sorte. moi Vas-y. ben, je connais bien celle de Maria à Louisville. Là, ils font le mort bleu, je pense, puis d'autres types de robes. Mais moi, ce que j'ai, c'est un Romeo's Gin. Mon chum Nicolas va être content. Mais je l'accompagne d'une boisson à la lime, gourou. Donc, moins sucré qu'un tonic, mais ça vient donner juste un bon petit goût. Puis même, j'ajoute de la lime supplémentaire avec de la glace, un gin, that's it. Gourou That's qui it. a, Santé, cheers. Gourou qui a alimenté nos soirées d'université, moi et Flamand. Je pense que sans eux, on n'aurait sûrement pas réussi nos études. Donc, on les remercie. Merci, Gourou. Ouais, ben, et c'est québécois, hein, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est fait à Montréal, puis maintenant, sont partout aux États-Unis, Puis- entre autres beaucoup sur la côte ouest. Je pense aussi qu'ils sont 100% naturels là, ou quelque chose du genre, ça se peut-tu? Ouais, ben en fait, tout ce qui est contenu dans le gourou est bio. C'est ça, puis fait que c'est moins pire qu'un Monster ou un Red Bull. Là. Ah ouais, il n'y a rien de synthétique là, en termes de caféine ou autre. Là. Tout est naturel bio. That's it, on dirait une infopub. Combien de paiements de 12,99? Je vois, c'est ça. Toi, Joe, c'est quoi que tu bois ce soir? Ben moi, je vais continuer du côté du gin. Cette fois-ci, c'est quelqu'un que je connais bien, ben pas bien encore, mais je connais, qui me suggérait ça, c'est la Radoune. À Marc-André. Ouais. Marc-André parlait de ça la semaine passée, fait que je suis passé devant... on est chanceux au Québec, il y a beaucoup de producteurs de gin. Je pense que c'est une des boissons qu'on fait beaucoup. Fait que je passais à travers, il y avait à la SAQ Sélection, il y avait beaucoup de sélections de gin. Puis je suis passé celui-là, il m'a intrigué, comme Marc-André m'avait parlé, j'ai décidé de l'acheter, puis j'ai commencé à le goûter dès vendredi dernier. Fait que ce soir, c'est ça que je prends. Je prends ça par contre avec un tonic. Je vais essayer la combinaison d'Alexis la prochaine fois. Change quelque chose de ça. moins sucré. Fait que ça donne quelque chose de ce genre-là là, avec de la lime aussi. Fait que c'est une belle boisson d'été. Très rafraîchissant. Toi, Robin, c'est quoi tu bois ce soir? Du café? J'encourage encore. Non, pas de besoin de ça. J'encourage encore les brosseurs de Montréal dans le Griffintown à Montréal. Donc, ça se trouve être la bière qu'on appelle la Loxley. C'est une rousse légère de 4%. Vraiment une bonne bière d'été aussi. C'est vite comme ça, je pensais que tu allais nous C'est mieux présenter qu'un un biberon de Dr lait parce que Pepper. là, t'en manipules pas mal. Hein? Pardon? J'ai dit, c'est mieux qu'un biberon de lait, tu en manipules pas mal ces temps-ci. C'est meilleur qu'un biberon de lait. Ben oui. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, Robin, qu'est-ce qui se passe chez vous? Ouais, Là? je vais raconter l'histoire. Dans le fond, on en parlait avec Lydiane mercredi dernier, comme quoi que ma copine était enceinte et qu'elle était sur le bord d'accoucher. Ben, le soir même, on est parti à l'hôpital. On s'est couché, puis à 11h30, ben, on est parti à l'hôpital. Là, j'ai eu une nuit de sommeil de 1 heure. Mais Puis? par exemple, l'accouchement a super bien été, puis le bébé est arrivé. Félicitations. Félicitations. Comment il s'appelle? Justine. Justine. Bravo. Félicitations. Merci. Bonne chance. Ouais. À date, ça va bien. Là. Je me croise les doigts. Yes. Écoute, j'ai eu des jumelles, là. Je peux t'en parler. Ouais. Imagine. Puis Vas-y, Flamand. moi, pour ma part, je suis peut-être moins dans le québécois pour une fois. Là. J'ai donné mon amour du gin Radon à Joe. Fait que moi, je suis plus dans le
dans le scotch cette semaine. Un Glenmorangie 12 ans. Un gin qui vient de la région de Spey, qui est une belle rivière en Écosse. Donc, voilà. Puis je bois ça dans un verre de cognac, parce que j'ai pas de verre à scotch qui ont du sens. Donc, c'est ça pour moi ce soir. OK. Donc, tout le monde est pas mal sur le gros fort, à part Robin. Robin qui est calme. Avec ça vient. Lui, il travaille demain. Mhm. Ouais. Moi, je travaille à temps plein en ce moment. Alexis, tu étais venu nous voir juste avant ton expédition au Denali la dernière fois. C'était une de nos épisodes, le hors-série numéro 4, si je me souviens bien, 4 ou 5. Puis c'est ça, c'était juste avant que tu ailles faire ton expédition. Donc, on en a parlé dans nos épisodes, mais tu as réussi cette montée-là, ta deuxième tentative sur la montagne. Donc, je voulais savoir, par après, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, ton aftermath du Denali? Ouais. Ben écoute, ça fait quoi, hein? 1 an à peu près que je suis passé Un an, chez ouais, vous. exact. Puis je préparais le Denali, la deuxième tentative, fait qu'avec bien des choses que je savais que je ferais pas de la même façon, avec une autre gang aussi complètement. Fait que ça a été, ça a quand même pas été facile, comme c'est souvent le cas en haute montagne. On a négocié avec différentes personnalités, surtout quand c'est pas des chums qui font de la montagne depuis super longtemps, ensemble, régulièrement, des âges différents, des expériences différentes aussi. Fait que on avait à gérer tout ça sur le terrain en plus de la montagne, mais on était tellement chanceux, les boys, cette année. En fait, l'année passée, il y a presque 1 an maintenant, là, au mois de juin, que du beau temps ou à peu près. On a été comme 14 jours in and out de la montagne. On n'a pas perdu une journée, on a avancé tous les jours. Ce qui est rapide pour une montée du Denali, régulière, si Ouais. on veut. Oui, parce que, écoute, la majorité, c'est 17-18 jours. Même, il y en a qui vont jusqu'à 21 jours. Fait que, tu sais, à 14 jours, là, c'est comme si on avait sauvé une semaine sur le lot. Puis, c'est ça, il a fait beau. La séquence de beau temps, là, il y a eu presque un 7 jours consécutifs. Là, ça s'était pas vu et enregistré depuis 21 ans sur le Denali. Donc, autant j'avais eu de la crap l'année dernière, autant il y avait eu beaucoup de neige, autant là, ça a été fantastique au niveau de la température, de la météo, peu de neige, pas trop glacé non plus aux endroits sensibles. Puis, on a réussi à faire le sommet. Moi, j'ai quand même failli pas le faire parce que la journée où on est parti avec ma gang, il y en a un qui avait un petit peu plus de difficultés. Puis une fois le Denali Pass fait, j'ai été obligé de redescendre avec lui. Puis pensant que c'était complètement fini. Mais il y a 2 boys qu'on suivait là, qui arrivaient au camp avant nous, après nous, Benjamin et Julien Vaillant. Puis on s'était jasé déjà à l'aéroport sur l'allée, on s'était croisés. On a pris un petit lunch ensemble. Puis quand ils sont arrivés au camp 5, ils sont partis la même journée, mais eux ont monté plus haut encore pour redescendre à 5700 mètres. Ils filaient pas, les gars, du tout. Poussaient un peu trop, t'es obligé de redescendre. Le lendemain, ils voulaient prendre une journée de repos. Mais on annonçait le surlendemain une grosse tempête. Fait que ils ont dit qu'ils allaient pousser une seconde journée directement au sommet, puis ils m'ont offert de roper avec eux autres. Ce que j'ai accepté, j'ai sauté sur l'occasion, puis on a fait vraiment une belle montée. Ça nous a pris à peu près 12 heures, 11-12 heures pour aller faire le sommet, puis revenir au camp 4 après ça. Puis sur la descente, ben on a eu à je dirais pas sauver, mais on a aidé des Japonais qui étaient mal en point avec des Américains qui étaient déjà sur le cas, mais à cette altitude-là, il y a aucun guide, en tout cas pas de façon permanente, c'est au camp inférieur, le camp 3. Fait qu'on a mis le gars sous oxygène, il y a quand même des caissons qui sont là disponibles, fait qu'on a mis le gars sous oxygène. Benjamin, entre autres, a travaillé toute la nuit avec eux autres pour les surveiller. Lui, il est un premier répondant dans la vie. Puis le lendemain, lui, il voulait pas descendre par hélicoptère parce qu'il était pas assuré. OK. Il a fini par descendre à l'hélicoptère, il n'y avait pas le choix. Puis ces 2 gars qui étaient aussi assez mal en point, nous, on les a pris, en fait, on les a suivis, on voulait pas être encordés avec eux autres parce que manquait d'expérience, puis ils étaient un peu tout croche. Puis comme ils étaient fatigués, mal en point, c'était pas mieux, mais on les a suivis tranquillement, on les a quand même aidés à descendre, puis on les a amenés au camp inférieur. Puis après ça, ils ont rejoint leur chum, puis ils sont partis. T'sais. Mais les Américains qu'on a aidés à sauver ces Japonais-là, eux autres, ils étaient déjà sur le cas depuis 4-5 heures avant nous, puis eux autres, ils ont vraiment passé toute la nuit à leur chevet, tout ça. Eux autres, ils ont gagné, je me rappelle pas du nom, mais il y a un prix qu'ils donnent à chaque année à des grimpeurs qui en ont aidé d'autres sur la montagne. C'est un prix particulier, puis c'est eux autres qui l'ont gagné, puis je trouve ça le fun, on a participé
à les Ouais, aider. en tout cas, Ben, une belle montagne, écoute, ça a été vraiment, vraiment fantastique. les Japonais, eux autres, sont pas mal reconnaissants, puis tu sais, étais-tu du genre à s'excuser pis tout, ou ils t'en rendaient Les pas compte? Japonais? Ouais, qui étaient Ben, mal en point. Les Japonais parlaient pas un mot anglais, premièrement. Alors, c'était bien, bien difficile, là, tu sais, c'était du baragouinage puis du langage de signes, fait que c'était toujours OK, mais tu sais, Ouais. on n'a aucune idée de ce qu'ils disaient et de ce qu'on disait, là, il n'y avait aucune idée non plus. Fait que, ben, ça s'est quand même bien passé, tu sais, ils suivaient pour leur dire un peu quoi faire. Puis, mais tu voyais qu'il n'y avait pas de technique, c'était pas sécuritaire, là, leur façon de travailler. Fait que dans le fond, n'importe qui peut se pointer là puis tenter sa chance au sommet, sans expérience. Ouais, C'est toujours dangereux, mais ben, À c'est parce cause que de cette situation-là. ouais, puis le gars le plus mal en point là, qui a descendu en hélicoptère, c'était le chef d'expédition. Fait que d'après moi, tu sais, les deux autres comptaient sur lui, puis lui il s'occupait de tout, puis de voir la sécurité. Fait que tu peux pas t'en aller sur une montagne comme celle-là si t'as pas fait des formations au préalable au minimum. Moi, j'en ai fait la première année pour parfaire mes techniques. J'ai refait les mêmes formations encore parce que je voulais les refaire aussi avec la gang avec qui j'étais. Puis c'est toujours bon de se rafraîchir constamment là-dedans. Surtout que c'est des techniques ici, tu sais, en Amérique du Nord. Quand on va dans l'Est américain, même en hiver, tout ça, des sorties de crevasses, puis tu sais, c'est pas des affaires que on fait régulièrement. Là, tu sais. On n'est pas vraiment mis à l'épreuve dans le terrain ici. Là. Il n'y a pas vraiment Non, ça. Faut vraiment exact. que tu le Donc, simules. Ah, ben là, il y a une crevasse, puis tu fais tes techniques ouais. au-dessus, même si On, elle n'est pas on peut aller vraiment. s'entraîner là-bas puis les simuler comme tu dis, mais c'est pas quelque chose qu'on peut voir ou pratiquer réellement. Là, tu sais. Fait que, mais faut le savoir, faut le faire, faut l'apprendre. Mhm. Mm. Alexis, sur le chat, là, il y a deux personnes qui disent bonjour, là, Jocelyne, puis Maurice José. Puis Jean-Philippe Salut. aussi. Tout le monde dit bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir. Moi, j'avais. Fait que dans le fond, t'as summit seul sans les 6 personnes du Lucky 7, right? Oui, ben avec les deux frères Vaillant, mais sans personne de mon équipe. OK, OK. Ouais. OK. Fait que eux eux, il y a sur les 6 qu'on était, il y en a un qui n'a pas grimpé la journée du sommet, il y en a un qui est revenu avec moi. Les 3 autres ont réussi à faire le sommet. Puis moi, je suis. Fait que ces autres sont revenus ensuite, ils sont redescendus au camp inférieur la journée que moi je partais pour le sommet. Fait que je suis revenu. On a couché 3 dans une tente pour 2. Là. Les boys ont été vraiment chouettes. Là, j'ai couché entre les deux frères, tu sais, comme ça. Puis tu dors tellement, tu es fatigué de ta journée de sommet. C'est une grosse journée. Fait qu'on a dormi quand même, malgré l'achalandage pour le japonais là, qui filait pas. Tu dors 2 heures, tu te réveilles. Tu dors 1 heure, tu te réveilles. Fait que c'est comme un bébé qui pleure, Robin. Tu vas être bien entraîné. C'est bon. Tous les sommets que tu as faits, est-ce que tu les as toujours faits en équipe? Genre, tu t'es toujours fait une petite équipe, tout comme ça? Ouais. La Ok. plupart du temps, écoute, mon premier sommet, je l'ai fait, je dirais pas naïvement, mais tu sais, c'était le Kilimanjaro en 2008 avec la Fondation Charles Bruno. Puis on était 33 grimpeurs. Il y avait 150 porteurs. Tu sais, on était un village là, qui se déplaçait de camp en camp. Ça a été une super belle expérience. C'est ce qui m'a donné la piqûre aussi pour la haute montagne. Mais j'ai toujours préparé des groupes ensuite, tu sais, 5, 6, pour faire les grimpes 10 à la Concagua, entre autres. Mais tu sais, il y en a un qu'on n'a pas parlé ensemble. On a parlé beaucoup du Denali, je me rappelle pas, je pense pas en avoir parlé, mais je partais quand même pour faire le Djebel Toubkal, le Toubkal, Au le Maroc, mont là. marocain. Ouais. Ouais, le plus haut pas d'Europe, mais d'Afrique du Nord. Puis que j'ai fait. Celui-là, je l'ai fait seul. D'ailleurs, c'est ma photo Ouais, ici au c'est ça, je m'en sommet. allais dire, c'est la photo qu'on voit en haut à droite. Ouais, tu sais, Ah. j'avais vraiment besoin, j'étais rendu là dans mon parcours de montagnard, d'alpiniste, de faire quelque chose tout seul, sans faire quelque chose de risqué. L'idée, c'était pas de me pousser justement puis de faire, exemple, un Denali en solo là, que je ferais jamais. Euh, D'un, parce que j'ai pas 20 ans, j'ai 4 enfants, j'ai une vie familiale. À chaque fois que je pars, je veux revenir. Tu sais, c'est Ouais. une évidence. Fait que, mais le Toubkal, ben, c'est pas quelque chose qui est trop demandant puis qui est techniquement facile, puis où il n'y a pas de difficultés majeures. Mais l'idée, c'était de faire un trip, de marcher seul, de le vivre pour moi-même à 100%, d'être dans ma bulle,
J'ai même pas écouté une seconde de musique. J'écoute pas beaucoup de musique de toute façon dans la vie du cours, mais tu sais, chacun de mes pas, je les ai écoutés. L'eau qui coule dans le sentier, l'oiseau au loin qui crie, l'âne qui s'en vient dans le sentier. Tu sais, j'ai vraiment vécu ça, puis je l'ai tellement, ce petit trek-là, je l'ai tellement, comment je te dirais ça, tu sais, dans la peau parce que justement, je l'ai Senti. filé, là, Mm. je l'ai senti de A à Z. J'ai vraiment trippé de faire ça, puis je veux vraiment en refaire d'autres, peut-être en Amérique du Sud. Ce genre de trek-là, tu sais, avec des plus petits sommets de 4-5 000 avec des cols, mais sans qu'il y ait de passe technique, là. Puis, tu sais, de partir la tête vide, puis juste penser, réfléchir, puis vivre le trek. Puis il y a toujours un sentiment, surtout avec ce qui s'était passé, là, tu sais, un an avant, il y avait 2 Suédoises qui avaient été tuées à l'arme blanche, vraiment là, dans le parc du Toubkal, puis la sécurité avait été augmentée énormément. Je vous invite, si vous voulez, lire sur julebocanada.ca le blog du mois, c'est moi. Je raconte mon histoire du Toubkal. Puis vraiment, ça a été de passer la sécurité parce que j'avais pas de guide, puis c'était devenu obligatoire. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chanceux quand je suis arrivé à la guérite. Je savais pas qu'il y avait une guérite, là, on me l'avait dit la veille, quelqu'un du village, et tu vas voir maintenant, il y a une guérite de sécurité avant l'entrée du parc pour s'assurer que les gens qui se dirigent vers le parc sont accompagnés d'un guide. Ça, boy, ça va pas bien, tu sais, j'avais pas prévu les finances pour ça, parce que quand tu arrives là-bas, en plus, ils t'attendent, là, tu peux te charger jusqu'à 500-600$ pour 2 jours, puis souvent les guides, ils en savent moins que toi, là. Puis à l'entrée, puis j'en ai vu de toutes sortes, là, je peux vous le dire. Puis à l'entrée du parc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un gros groupe de Français qui me suivait. Peut-être une vingtaine de grimpeurs avec un guide. Fait que ce que j'ai fait, j'ai ralenti, je me suis reposé sur le côté, je les ai laissés passer. Puis quand ils sont arrivés à Guérite, là, ils ont occupé le garde-parc qui était tout seul en plus. Fait qu'ils sont rentrés en dedans pour les papiers, tout ça. Moi, je me suis faufilé derrière le groupe. Puis je suis passé, puis je suis rentré dans le parc. Fait que tout le long, je me faisais regarder par les guides, hein, parce que j'étais tout seul. Fait que c'était de savoir qu'est-ce que tu fais là, tout ça, c'est pas normal. Bon, fait que, mais je me suis rendu au refuge des moutons que j'avais réservé quand même. Fait que, tu sais, il n'y a pas la notion de solitaire non plus là, dans ce que j'ai fait, là, parce que j'ai logé au refuge là-bas, j'ai mangé là-bas. Puis je suis reparti le lendemain, j'écoutais des conversations, puis un guide de français qui disait ah, demain, la plupart des gens veulent partir à 7-8 heures. Moi, je partirais plus vers 5h30, il va y avoir des gros vents. Fait que j'ai décidé de me lever à cette heure-là puis de les suivre. Puis il y avait 3 gars en avant de moi quand j'ai commencé à monter. Fait que puis effectivement, les vents se sont levés là. Même j'étais pratiquement pas assez habillé, j'ai eu froid. Je suis resté au sommet à peu près 5 minutes, le temps de faire 2-3 photos, puis je suis redescendu. C'était super beau panorama, mais tellement froid à cause du vent, le facteur de refroidissement que j'avais été obligé de redescendre. Puis ça aussi, c'est pas régulier non plus à cette période-là d'avril. Tu sais, c'est le 19-20 avril. Fait que généralement, il fait quand même s'il y a de la neige, il fait quand même assez chaud, mais j'ai frappé une journée plus venteuse. Mais j'ai pas regretté de partir plus tôt parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait prendre dans le vent. Moi, j'ai pris un chemin différent aussi à travers les roches, un peu moins exposé, mais un petit peu plus abrupt. Mais la plupart des gens font un tour là, pour monter la crête jusqu'au sommet, puis là, tu es complètement exposé. Puis il y en a beaucoup, juste rendu là, ça tourne de bord. Ouais, Ça aussi, pour c'est un beau trip. pour avoir vécu des grands vents sur des sommets, des fois, ça peut être très intimidant, là, genre, il y a bien du monde qui décide juste que... Ça, c'est l'an dernier. Oui. Tu vois juste ma petite partie de visage, là. Puis je venais blanc, là. Tu sais, si si j'étais vraiment face au vent, là, ma peau devenait blanche en moins de 5 minutes. Il fallait que je me protège avec les mains. C'est assez infernal. Wow. Ouais, c'est ça, pour avoir vécu des grands vents sur des sommets dans les Adirondacks, là, des fois, les gens, les voient là, au tree line, ils sont comme, ils font leur tour, puis ils s'en vont, là. Et, ça peut être très intimidant Ouais. parfois. C'est vraiment intimidant. Ça peut faire peur. Moi aussi, j'en ai déjà amené en trek, ne serait-ce qu'au Mont Washington, ça, on en parle souvent. Mais t'arrives là un peu sur la crête, là, puis c'est ça. Tu peux te faire. Même des vents assez forts pour te jeter par terre, là. C'est quand tu es au-dessus de 100 km/h, là, ça peut être difficile de tenir debout, là. Ouais, Flamand, il connaît ça. Ouais, j'ai fini à 4 pattes puis j'ai perdu ma tuque. Exact. Donc, c'est ça. C'est ça, j'étais curieux parce que, tu sais, souvent, de plus en plus, il y a bien des montagnes aussi que
même qu'il est rendu qu'il refuse totalement que tu sois solo, vu que veut pas, c'est plus dangereux s'il y a quoi qui arrive, quoi que ce soit. Je pense que le mont Logan l'année passée, maintenant tu peux plus avoir d'être solo. Fait que tu sais, j'ai l'impression que c'est de quoi qui s'en vient de plus en plus, là. Fait que va falloir que les gens se fassent de plus en plus des amis alpinistes. Ils n'auront pas le choix. Ah ouais, ouais, puis tu sais, de toute façon, moi en tout cas, c'est pas dans ma façon de voir la chose, là, de toute façon, de faire ce genre de truc-là en solo. Il y en a qui ont besoin de le faire parce que ultimement, ils veulent en faire d'autres, puis de plus grosses, puis ils ont besoin de commanditaires, puis aujourd'hui, on a besoin de, tu sais, de la petite première, de la petite bébelle qui va faire que tu vas te démarquer pour aller chercher des dollars. Mais jamais je vais pousser pour me risquer, là. C'est pas dans l'esprit de montagne que moi j'ai en Ouais. tête. Puis, dans le fond, quand tu fais un expé, mettons, au Denali, vous étiez 6 gars, mais tu sais, j'imagine que vous n'êtes pas tout le temps ensemble, vous n'êtes pas tout le temps en train de parler. Des fois, j'imagine, toi, tu es seul dans ta tente ou quelque chose comme ça. Est-ce que Ouais. ça arrive, ce genre de situation-là, ou souvent vous êtes souvent ensemble, vous avez tout le temps des petites tâches ou des trucs à faire? Ben écoute, on est la plupart du temps ensemble. C'est sûr que la journée, tu sais, c'est des grosses journées, là, dépendamment des jours, mais dans les premières journées, c'est des 7-8 heures de marche avec ton traîneau. Fait que t'es beaucoup dans ta bulle. Tu te crées une bulle, on marche un derrière l'autre. On est à peu près, tu sais, à une quinzaine de mètres l'un de l'autre sur la corde. Fait que, tu sais, sauf pour des pauses, on dit, OK, arrête, on va s'asseoir, on va manger un peu, mais tu repars dans ta bulle après, puis fait que la plupart du temps, toute la journée, tu te sens un peu seul, même si tu es en équipe. La plupart des treks, d'ailleurs, de toute façon, en groupe, c'est souvent ça, tu sais, parce que tu es dans l'effort avec l'altitude, puis tu te concentres sur toi, ta santé, ton état, comment tu vas. Fait que c'est un peu ça. Mais il y a toujours le plaisir quand même d'arriver au camp, tout le monde est content, vraiment de se roder aussi, là, puis d'installer une routine rapidement, de monter les tentes, de monter les cuisines, parce que la première chose que tu veux faire, c'est faire de l'eau, parce qu'on arrive au camp, souvent il y a des gars qui manquent d'eau. Après ça, c'est de faire un peu de bouffe. Fait c'est sûr qu'on est occupé, on a tous quelque chose à faire, il y a personne qui fait rien, à moins que quelqu'un, tu sais, soit malade. Là, à ce moment-là, c'est normal. Il y a tu sais, deux gars qui vont se partager des tâches de plus, puis ça se peut. Tu sais, moi aussi, je peux moins bien filer une journée. Là, c'est pas arrivé, là, mais ça peut arriver à tout le monde, là, même des gens d'expérience. Fait que c'est sûr, c'est vraiment un travail d'équipe. Le Denali, c'est une montagne qui est très engageante, éprouvante physiquement, à cause du poids, à cause surtout si vous le faites en autonomie, évidemment, parce que tu peux le faire avec des agences, ça reste quand même difficile. Mais tu sais, tu peux avoir un service où ils vont monter ta tente, ils vont t'amener ton petit café le matin, tu vas être chouchouté, là. Puis c'est pas ça que j'avais le goût de vivre sur le Denali, parce que c'est une montagne qui est vraiment reconnue, tu sais, pour le trip autonome de la fête. Fait que c'est ça que tu veux faire. Mhm. Mais tu sais, il y en a qui vont le faire, qui sont dans la quête des 7 sommets, puis qui veulent absolument pas manquer leur coup, ils veulent augmenter leurs chances. Peu importe la façon de le faire, ben, tu sais, ils vont payer, puis ils vont prendre une agence, puis là-bas, c'est que des agences US qui peuvent te guider, puis c'est quand même dispendieux, là, c'est entre 9 et 13 000 US à peu près là, par agence. Alors que nous, tu sais, tu peux t'en tirer pour un 3, 4, 5 000, là, dépendamment comment tu t'organises. Fait que c'est une bonne différence. Ah ouais, c'est ça. T'as-tu un prochain grand sommet, un des 7 qui te tracasse? Un prochain projet? Y as-tu pensé? J'imagine que c'est ainsi, ça te fait. Ben, T'as le temps de préparer, là, avec tout ce qui est en ce moment. ouais, ben tu sais, j'avais le François-Guy Tivierge que vous connaissez, qui est dans son projet de 55 montagnes. Ouais. François-Guy, c'est un gars que je connais depuis 2009. On a toujours échangé beaucoup ensemble. Puis euh, il est venu dans mon show Alexis le randonneur à TVA Sport l'an dernier. Puis on parlait justement de ces montagnes. Puis là, il m'a parlé du Kokat, le Gasherbrum 2 au Pakistan. Dans le Karakoram. Puis ça fait longtemps que je voulais faire un 8000, puis je sais, c'est le 13e des 14 8000 en termes d'auteur. Puis c'est un 8000 qui est quand même très sécuritaire, parce qu'il est vraiment hors des zones d'avalanche. Tout le long qu'on grimpe pratiquement, on est à l'abri sur une crête très rocheuse. C'est à peu près comme le Denali, là, il y a une portion de glacier à traverser. Après ça, c'est l'altitude puis l'effort, là. Évidemment. Fait que ça me tentait bien gros. Puis là, j'ai travaillé beaucoup à organiser ça et à me trouver des commanditaires parce que c'est des voyages, des expéditions qui sont dispendieuses. Puis dans le cas de François Guy, ben c'est une expédition où
Terra Ultima, l'agence prenait ça en charge, une portion, là, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des porteurs puis des porteurs de haute altitude. Fait que là, je travaillais pour ça, mais avec l'arrivée de la COVID, disons que ça a assez foiré vite parce que j'étais dans les derniers milles pour finaliser des commanditaires parce que c'était à l'été 2021 qu'on partait. Puis là, avec l'économie qui est chambranlante, les commanditaires sont encore moins là, puis c'était déjà difficile. Fait que j'ai l'impression que ça va être sur la glace encore pour peut-être 2 ans avant de remettre ça au calendrier. Je sais pas, François Guy, lui, s'il va conserver ça pour l'an prochain. Mais l'idée, c'était de partir parce qu'il y avait Louis Rousseau aussi, qui est un des plus grands grimpeurs au Canada, qui connaît le Karakoram comme le fond de sa poche, il est allé là plusieurs fois en expédition, qui était notre chef d'expédition. Fait que j'étais bien gros en confiance avec l'équipe qui était là, j'aurais beaucoup aimé ça. Mais c'est de voir là s'il y a des commanditaires qui vont se pointer. Donc j'ai un bon plan de commandite, là, s'il y en a qui nous écoutent. C'est bon. Ouais, ben c'est ça. C'est ce que j'avais un petit peu à l'agenda en termes de grosses montagnes. Okay. Ouais, mais dans les 7, excuse-moi, dans les 7, pour répondre à ta question, mon prochain, dans un monde idéal, ça serait le Vincennes en Antarctique. T'sais, j'ai toujours rêvé de mettre le pied là. Fait que pourquoi pas aller faire le Vincennes. Puis j'aimerais aussi, un peu comme François Guy l'avait fait, faire le Vincennes, puis si j'ai l'occasion, si j'ai le temps, faire un 10 jours de ski vers le pôle Sud ensuite. Fait que ça, c'est un trip que j'aimerais faire. Ah ouais. Et ouais, l'Antarctique, elle a comme une grande renommée. Et c'est comme mystérieux en même temps. Ouais, ben c'est ça, c'est très couru, disons, très couru, il faut s'entendre, mais un peu comme l'Everest là aujourd'hui, mais ça reste mythique, puis ça reste des endroits qui sont uniques sur la planète. Puis si t'es le moindrement un peu aventurier ou explorateur, ben t'as le goût d'aller voir ce qui est là, de tes yeux vus. Ouais, en effet. Fait que pour te garder en forme et t'occuper durant le confinement, c'est quoi que tes activités que tu fais en ce moment? Ben écoute, honnêtement, là, les premières semaines, j'ai marché énormément. Tu sais, il y a des soirs, j'ai marché 12-13 km, 14 km, mais je me suis tanné super vite de voir le quartier, puis les maisons, puis les restants de bancs de neige qui fondent. Tu sais, c'était vraiment moche, là, tu sais, fin mars, avril. Puis ici, je pouvais même pas sortir de la ville là, tu sais, pour aller un peu dans le bois, pas loin. Au début, ben vous le savez, le confinement était assez radical. Fait que ça a été difficile. Puis en plus, ben plus de possibilité d'aller au gym non plus. Puis je suis un gars à la maison, là, je suis pas du genre à faire des push-ups. Là, fait que, okay. Tu habites à quel coin, Alexis? Tu habites dans quel coin? Moi, je suis dans la région de Joliette, à Saint-Charles-Borromée. OK. Fait que, tu sais, on n'a pas beaucoup de montagnes, mais on a quand même, tu sais, si je sors un peu, si je vais vers Saint-Émilie de l'Énergie, après ça, il y a Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints, là, on commence à avoir un peu de montagnes, Val-Saint-Côme, fait qu'on peut se promener quand même. Après ça, je peux m'en aller vers Saint-Donat aussi, mais là, on ne pouvait même pas sortir de la MRC, fait que... Ouais, ça n'a pas le droit de sortir de ta région, là. Non, exact. Fait que j'ai fait beaucoup de ménage à la maison, de la peinture. Fait que j'ai pris du retard sur des travaux à la maison, à l'extérieur aussi, beaucoup. Mais là, écoute, avec les parcs la CEPAC qui sont réouverts depuis ce matin, c'est sûr qu'on peut, idéalement, tu sais, comme c'est des journées, tu peux pas aller trop loin. Mais moi, ici, il y a Tremblant quand même là, que je peux penser faire en une journée ou le secteur de la Pembina. Fait que je vais certainement y aller quelque part là, cette semaine. C'est ça, c'était ça ma prochaine question. C'était maintenant que là c'est rouvert, on va-tu te voir sur les sentiers en fin de semaine? Ah oui, écoute, je sors, c'est sûr et certain. Puis j'ai le goût d'aller. Moi, j'en ai parlé souvent là, dans mes chroniques ou dans mes capsules, puis dans l'émission avec Monique Richard, mais le sentier du Centenaire, j'aime beaucoup ce sentier-là. C'est un des premiers que j'ai découvert de la CEPAC parce que dans le temps, je demeurais à Saint-Jérôme, puis c'était tout près de la maison. Puis c'est un sentier qui est vraiment varié, tu sais, en termes de difficultés, en termes de couverts forestiers. L'hiver, c'est fantastique là, avec la neige. Ça fait que j'ai toujours aimé ça, ce coin-là. Puis je trouve que c'est une belle longueur, tu sais, un 14 km. Ça bouffe pas toute ta journée. Ben, t'en as assez, tu travailles en masse. Puis je pense que je vais aller faire un petit tour dans ce coin-là. Surtout que la saison 2 d'Alexis le Randonneur est remise en 2021.
Ouais, c'était ça. C'était une autre question. C'est quoi l'impact du COVID sur Alexis Laurent? Parce que justement, faut être dans les sentiers. Ouais. J'imagine que vous auriez déjà commencé le tournage. Ou Ouais, c'est ça. On avait déjà commencé des tournages avec certains commanditaires pour des capsules, mais les émissions comme telles, on devait débuter début juin jusqu'à la mi-juillet à peu près. Et puis, ce qui est difficile, tu sais, c'est que nos partenaires, pour la majorité, ce sont des associations touristiques, je vais le dire, qui nous accueillent. Et pour eux, c'était vraiment incertain. La disponibilité aussi de leurs propres partenaires à eux, tu sais, les hôtels, les parcs. Donc, ça devenait difficile. Puis surtout que la distanciation physique est encore là. Fait que c'est difficile d'aller à la rencontre des gens, de faire des belles entrevues à 2 mètres. Tu sais, ça passe aux nouvelles, mais pas d'émotion. C'est ça. Fait que pour le bien de tout le monde et du show, parce qu'on veut quand même faire un bon show, on s'est dit, regarde, on va remettre ça en 2021. Puis ça va nous donner le temps de le construire encore mieux. Fait que on va travailler là-dessus encore tout l'automne. Il était pratiquement ficelé, mais il y a des petites affaires encore que je veux améliorer, que je veux ajouter aussi en termes de contenu. Fait que ça va nous laisser le temps d'aller un petit peu plus en profondeur, puis de travailler un peu plus aussi avec les partenaires justement dans la préparation des émissions. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, là, il y a des reprises du TV show d'Alexis Laurent Donneur sur TVA Sport à tous les samedis, je pense, à 8h, c'est ça? Ou 7h, ça joue? C'est à 8h tous les samedis matins, TVA Sport et TVA Sport 2, les deux chaînes. Les deux matins. Puis, et en reprise le mardi à midi, puis quelques autres fois peut-être dans la grille, là. OK. Mais ces deux plages horaires-là sont fixées, là, donc le mardi midi et le samedi matin. Mais la première diffusion, c'est le samedi matin. Là, on va avoir le 4e épisode de cette fin de semaine avec Hélène Dumais, Ultra Trailers. Ça s'est tourné à Gatineau, dans le coin de Joe. Ouais. Je pense que c'est au parc des Montagnes Noires, hein? Ouais, exact. Ouais. Fait que c'est un bel endroit, on a eu bien du plaisir avec elle. Fait que j'invite les gens à regarder l'émission. Puis venez m'écrire, venez jaser aussi. On est en Facebook Live, là. Exact, c'est ça. Ouais, la suite de l'émission, c'est quoi, c'est 1 heure, les gens peuvent venir te poser des questions, discuter, peu importe. C'est pas si long parce que, tu sais, je fais un 5 minutes avant le show, que j'introduis le show, j'explique une couple d'affaires, puis après le show, les gens m'écrivent beaucoup pendant le show, des fois en privé, des fois sur Twitter, des fois sur le Facebook Live, fait que je réponds aux questions, puis à la fin, ben, je fais un peu un wrap-up, puis je viens intégrer des choses que les gens savent peut-être pas des dessous du tournage. Excusez-moi, je tousse dans mon coude. Toi, Alexis, ça a tout shaké, ouais. Alexis, pour en revenir à ton show, là, tu parles de la préparation, tout ça, c'est quoi ton rôle? Là? Tu sais, t'es la tête d'affiche, c'est ton nom, là. Mais mettons, là, tu dis la préparation, c'est toi qui cherches le monde, les sentiers, t'es-tu une équipe, t'es-tu tout seul? Comment ça marche? Écoute, sur les canaux spécialisés, là, c'est vraiment de petites équipes. Puis nous, moi, je suis coproducteur du show, donc c'est moi qui trouve les commanditaires qui vont. C'est pour ça que vous voyez de la pub aussi un peu pendant le show, parce que on n'a pas le choix. Si on n'a pas ça, il n'y en a pas de show. De plus en plus, les annonceurs sont moins là en TV. Fait qu'il faut que les gens comprennent que s'ils veulent continuer d'avoir des shows, ben, il faut qu'ils acceptent qu'il y ait un peu de publicité à travers ça. T'sais. Fait que, fait que c'est sûr que ça demande beaucoup de travail à la production, à la préparation, tout ce qui est, c'est moi qui fais toute la recherche, qui va faire les pré-entrevues quand c'est le cas. Fait que c'est beaucoup de plaisir, mais beaucoup de travail en amont, ça c'est sûr. C'est un show, la saison finie, puis on la prépare. Fait que c'est un 8 mois de travail avant de revenir en onde avec l'autre show. Très cool. Hey, voulez-vous une exclusivité, les gars? Eh oui. Vas-y donc. Toujours, nous, on carbure sur le drama, là, puis sur les potins. Là. Je vous la donne. Écoutez, si tout va bien, parce que, évidemment, les vols d'avion, c'est difficile encore, mais si c'est permis, Alexis le randonneur ira en Martinique pour 2 émissions spéciales qui vont être diffusées peut-être entre les 2 saisons, peut-être aussi lors de la saison, mais on va faire 2 émissions d'une demi-heure vraiment dédiées à un trek en Martinique. Puis la 2e saison, j'ai pas d'invités. Tu sais, la première saison, j'ai eu beaucoup d'invités aventuriers qui sont venus. Là, on veut vraiment que le contenu soit encore plus focalisé sur le sentier,
beaucoup de gens m'ont dit on aimerait savoir plus de techniques, tu sais, comment marcher, comment se servir. Joe en fait beaucoup dans ses capsules. Tu sais. Les gens, ils veulent ça, ils veulent comprendre comment ça marche davantage, même dans les capsules équipements. C'est possible d'aller un peu plus loin, d'aller même des fois dans l'historique de la compagnie, tu sais, d'où ça vient, cette compagnie-là, ça fait combien de temps que ça existe. Fait que, vraiment avoir du contenu à valeur ajoutée davantage dans le show. Ouais, tu peux peut-être Puis, surfer aussi sur maintenant avec la pandémie, tu sais, on parle beaucoup de produits québécois. Fait que si tu réussis à avoir des commanditaires québécois, on va parler de compagnies québécoises, ça va être bon. Ça va être intéressant. Ben, la plupart de nos commanditaires sont québécois, puis même des commanditaires que vous avez comme Lorpen, là, qui est un commanditaire qui est un commanditaire en réalité, Lorpen qui est une compagnie espagnole. Oui. Mais tu sais, c'est le distributeur canadien qui s'occupe de sa pub, de ces choses ici. Fait que c'est toute une équipe Lorpen au Québec, ils sont à Bois-des-Filions. Fait que c'est la plupart des commanditaires qu'on a dans le show, c'est des commanditaires québécois, Chronobar, Recarb, Apillac, Tellox Satellite. La plupart, c'est des commanditaires. Les autres gros commanditaires que vous voyez qui sont pas québécois dans le show, la plupart du temps, c'est le diffuseur qui vend ça au niveau national et qui font du placement dans le show. Mais pour le reste, la plupart, ce sont des commanditaires québécois. Puis même les grosses marques, tu sais, de North Face, vous savez, moi je suis associé avec eux depuis quelques années, tout ça. Bon, c'est sûr que c'est une grande marque californienne, américaine, mais le gros siège social canadien, puis le gros bureau, il est à Montréal, puis c'est avec eux qu'on travaille. Là, fait que, il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de Québécois qui sont là. L'achat local, c'est touché, hein, on dit souvent acheter local, mais tu vas acheter à la boutique du coin, mais c'est un produit qui est fait en Chine. Ouais. T'as-tu fait de l'achat local? Ben oui, t'as encouragé le marchand local du coin qui lui fait travailler des gens, des familles, mais c'est pas une fabrication québécoise. Ben là, on veut être plus catholique que le pape. Ouais, c'est ça. Là, des fois, tu regardes ton produit et c'est marqué conçu au Québec. Tu dis, c'est mieux qu'à rien. Exact. Déjà, si le design est fait ici, la conception, tant mieux. L'idée, c'est ça, c'est de garder au moins une portion ici. Il y a les réalités de marché qui font que dans le textile, c'est difficile d'être compétitif si tu produis ici. Là. Louis Garneau, il a goûté longtemps, là, puis il a peut-être été tard avant de faire ce move-là, mais regarde, il y en a plein comme ça. C'est pas facile. Pensais-tu inclure un segment les drinks qui vont avec les randonnées? Écoute, moi je suis un maniaque de gin, mais je suis aussi un maniaque de bière et de microbrasserie. Oui. Puis l'an dernier, dans le cadre de capsules touristiques qu'on a fait, souvent on a visité une microbrasserie. Je pense qu'à peu près tous les sentiers montagnes ou villages pas loin, on en a une maintenant au Québec. Tu sais. Oui. Fait que c'est sûr que oui, combinaison. Ça fait partie quand même de la découverte. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut mettre en relief là, dans nos visites quand on va faire les régions, ça c'est sûr et certain. Puis on va avoir un peu plus de temps aussi pour le faire parce qu'on n'a pas d'invité. L'invité prenait quand même beaucoup de place, c'est sûr, on voulait y faire, il laisse une bonne place qui raconte son histoire. Mais là, ça va nous permettre justement d'intégrer du contenu davantage, justement pour faire découvrir les attractions autour de la randonnée. T'entends pas, Robin, par exemple? Non, on t'entend pas malheureusement. Mais tu peux moi, me dire la j'ai question. quelque chose que c'est drôle parce que on voulait faire de quoi avec de dehors? On voulait faire un challenge, je l'ai appelé le Québec Caisse de 12. C'était 12 randonnées avec 12 microbrasseries. On l'a commencé, puis là, Alex Syke a sorti un article. Je claque, j'ai coupé l'herbe en dessous des pieds. Bon, correct, on va pas. Tu sais, parce qu'il y avait plein de randos avec des micros qui étaient comme dans sa liste. Fait que là, on était comme, ça va juste être comme si on copierait Alex Syke si on fait ça. Là, il l'avait fait pour l'Est américain aussi. Oui. Puis après ça, pour le Québec, je sais, avec le magazine Espace, avec qui j'ai une collaboration d'ailleurs aussi, parce que ça fait partie du groupe TVA maintenant, le magazine Espace. OK. Fait que on va avoir une intégration dans l'émission aussi, un segment parce qu'ils ont tellement écrit des articles sur à peu près tout ce qui se fait au plein air au Québec. Fait que c'est sûr que à chaque destination prévue, il y a à un moment donné un des journalistes qui a écrit un article sur la place. Fait que c'est des articles qui vont devenir en vedette aussi sur leur page web, puis qui vont être liés avec Alexis le randonneur. D'ailleurs, je vous en dis une autre, mais c'est pas cané, là, mais c'est un projet qu'on travaille justement avec le magazine Espace pour faire un show sur les grands treks du monde, mais qui serait à Évasion cette fois-ci. Okay. Donc, on est en train de travailler ce concept-là qu'on va présenter, qui, on l'espère, là c'est difficile avec les voyages et tout ça, mais on aimerait faire un peu, peut-être pas aussi détaillé, puis aussi documenté,
mais il y a les plus beaux treks, là, je sais pas si vous avez déjà vu ça à TV5, qui est un documentaire français qui dure 1 heure à chaque fois sur des grands treks un peu partout en Europe, puis en Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment toute beauté, là, si vous avez la chance de voir ça, les plus beaux treks. Mais on va aller un peu dans ce sens-là, mais dans le monde. Tu sais, j'aimerais ça faire le Yukon avec la découverte, pas la découverte, mais j'allais dire la poursuite de l'or. Je sais pas le bon terme. J'ai comme un blanc, ça me vient pas. Mais, la ruée vers l'or. La ruée vers l'or, exact, merci. Et puis, il y a des beaux treks au Yukon qui se font dans ce sens-là. Ben, évidemment, la Corse avec le G20. On peut penser à la Pacific Crest Trail. Il y en a un paquet. C'est sûr que ça ne serait pas tout le trek. On va faire des portions, mais on va faire quand même. On aimerait faire des highlights là, sur l'histoire et ce qu'il y a autour du trek. Fait que ça, c'est un projet qu'on travaille actuellement. C'est un beau concept. Moi, j'aurais une question, Alexis. Quand j'ai écouté ton épisode dans les cantons de l'Est, de mon offer, de mon show, en fait, j'ai remarqué que tu avais vraiment un contrôle très grand face aux moustiques alentour de toi. Puis je me demandais si tu avais des trucs à partager avec les personnes qui nous écoutent. C'est vraiment incroyable. Moi, j'écoutais ça, mais je capotais, puis je te voyais, je dis, il fait l'émission comme s'il n'y avait rien autour de lui. Écoute, non, j'ai aucun truc. OK. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, tu sais, c'est des petites mouches, là, juste fatigantes. Tu penses qu'ils piquent pas. Mais tu te rends compte, en bout de ligne, là, que tabarouette, t'as des piqûres partout, t'es rouge en arrière des oreilles, puis tu sais, on sournoise les petites, là. Mais non, écoute, ça, c'était notre premier tournage, c'était le 27 mai l'an dernier. Quasiment dans ce temps-ci, là. Oui, c'est ça. Oui, exact. Tu sais, puis on devait faire le sentier, c'est le sentier des Crêtes, hein, qui mène... Oui. C'était fermé, je pense. Hein? C'était fermé. Fait que là, on a été redirigé vers le Mont-Chaude, qui est vraiment cool, là, qui est vraiment le fun et accessible. Fait qu'on a fait ça. Mais oui, écoute, la bébite, là, c'était épouvantable. Au début, on n'était pas si mal en bas parce qu'on était surtout sur le bord du lac pour les premiers tournages. Puis là, il y a beaucoup de vent, tu sais. Oui. Mais une fois qu'on était en forêt, là, ouais, c'était pas facile. On en a mangé quelques-uns. Je trouvais ça, tu parlais, tout était bon. Puis là, je voyais les moustiques alentour. Je disais, ça, c'est du contrôle. Là. C'est épouvantable. Puis écoute, ça a été un petit peu l'histoire des tournages l'an dernier. Tu sais, Robin, on a fait ça plus tôt, ces capsules physio rando en mai aussi, mais un peu plus tôt. Fait qu'il n'y avait pas encore de moustiques. Mais quand on a... des fois, tu entends une bride, on te repère, Robin. Écris je vais dire la question, écris là. Fais-nous des cartons. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, oui, il y a eu beaucoup de moustiques, puis souvent, des fois, tu peux le voir un peu dans certaines prises, là, mais tu sais, des fois, je suis en entrevue avec l'aventurier, on est dans le bois, puis là, tu prends ton pied, puis là, tu te grattes le mollet pendant l'entrevue, puis t'es comme ça, là, tu sais, là, puis il y a un petit comme ça, j'en pouvais plus. Le seul qui m'a beaucoup impressionné, évidemment, c'est Frédéric Dion, tu sais, le gars de survie en forêt qui fait n'importe quoi. Moi, en plus, cette journée-là, j'arrive avec un chandail bleu pétant, casquette blanche, mais tu sais, ouverte, une visière, en short. Puis là, il y a de la débite, là. C'est le tournage où j'ai été probablement le plus impatient, là, surtout vers la fin. En plus, notre caméraman venait de se la casser solide, il venait de tomber avec la caméra sur une roche. Puis... des fois que c'était pas facile, là, tu sais, t'es en forêt, t'as beaucoup de matériel, c'est lourd. On était chanceux, là, pas une goutte de pluie, par exemple. Beaucoup de moustiques, mais pas de pluie. Sauf le dernier épisode, le 10e, avec Normand, on a eu un peu de pluie, mais sinon, on a vraiment été bénis toute la saison. C'est bon, ça? C'est ça, Robin, il disait, c'est surtout tough pour le caméraman de pas trop bouger avec les moustiques. Ah ouais, caméraman, là, c'est des professionnels, je vous le dis. c'est des challenges que tu penses pas que tu vas avoir quand tu étudies. Au début, on s'était acheté des filets, là. Mais tu te rends compte que c'est quand même chaud. Puis c'est désagréable, puis là, tu vois pas bien la lentille, puis tu sais, c'est compliqué. Moi, évidemment, je pouvais pas emporter devant la caméra. Fait que on se mettait beaucoup de crème, de spray. Des bouteilles, là, pour vrai, on en a passé une douzaine, je pense, dans la saison, là, les 3-4 gars, là. Tu vas savoir quel commanditaire aller chercher la prochaine fois. Est-ce que la saison 2, vous allez la tourner plus tard dans l'été pour qu'il y ait moins de mouches? Non.
Vous apprenez pas. Il y a moins de Non, monde Ça derrière. risque là. rien à rien. Ben, il y a plusieurs raisons pour ça. De un, c'est que le time frame avec l'équipe technique, Mhm. technique, là, on en a qui sont sur des festivals, beaucoup. Tu sais, Juste pour rire, un festival à Naudière, les Franco, bon, cette année, il n'y en a pas, là. Mais les équipes techniques sont sollicitées partout. Puis, il y a aussi le fait que nos partenaires veulent que ce soit un petit peu le plus possible avant la saison parce que Ah, oui. eux autres, ils nous fournissent, ils nous accueillent, hein, ils nous fournissent l'hébergement, les restos, tout ça. Fait que surtout pour l'hébergement, nous, on prend des fois 4-5 chambres, là, fait que c'est mieux que ce soit avant la grosse saison. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on débute les tournages début juin, autour de Montréal, disons plus au sud de la province, puis plus ça va, on augmente, puis l'an prochain, ben, on aura la Gaspésie, là, on finissait en Gaspésie cette année au début juillet. Tu sais. Très cool. Ouais. On va avoir vraiment des nouveaux endroits cette année complètement. Il y a quand même Tremblant qui revient, il y a Chaudière-Appalaches qui revient, mais on va être dans des endroits complètement différents. Des sentiers différents. Des sentiers différents. On va être dans Charlevoix aussi, ce qu'on n'avait pas fait l'an dernier. Puis on va être beaucoup plus, l'année passée, on était beaucoup plus montagne. Cette année, oui, toujours un peu montagne, mais surtout des treks au fil de l'eau. Donc au fil du fleuve, au fil des rivières, au fil des lacs. Ça va être très axé sur l'eau. OK. C'est cool. Puis avec le confinement, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a extrêmement beaucoup de gens qui se sont qui ont downloadé l'application Strava. Donc nous, on voulait savoir, est-ce que tu es sur Strava? Non. Donc tu traques pas en tout ça, tes hikes ou quoi que ce soit. Non, Tu checkes écoute, pas tes stats. T'as une belle montre pourtant là, qui pourrait tout faire ça. je le sais, puis je m'en sers pas le trois quarts, tu sais. Des fois, mettons, je vais courir, là, puis mais à peine. Tu sais, surtout pour calculer mon kilométrage, mon temps, mais surtout quand je jogue ici proche, je viens que je le sais, là, tu sais, fait que, mais quand je vais en trail, bon, là, j'ai besoin d'un peu plus calculer, surtout quand je vais dans des nouveaux endroits. Puis là, cette année, ben, l'an dernier, j'avais fait le 25 km d'Ultra Trail le Bromont, du Bromont Ultra. Fait que, puis là, je me suis réinscrit cette année si ça a lieu, là. Fait que, là, je me sers un peu plus de ma montre en préparation, mais sinon, non. Tu vois, ma blonde Nathalie, elle, est beaucoup sur Strava, elle est en train de faire le Gaspésia 100, là. Ok, Elle n'a ouais. pas commencé, là, mais elle est en pré-entraînement pour ça. Fait que, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens là-dessus, mais non. C'est drôle, hein? Je suis un gars, oui, j'aime les technologies, tout ça, mais en même temps, pas tant que ça. Mon travail, moi, les gens le savent moins, là, parce que je suis devant l'écran souvent ou je suis à la radio. Mais c'est pas mon core business. Moi, ce que je fais au quotidien, c'est de la production de contenu pour les médias sociaux pour plusieurs entreprises dans le milieu sportif, dans le milieu du retail, dans plusieurs domaines. Fait que moi, je gère ces plateformes-là pour les clients, je produis du contenu pour eux. Fait que je suis tout le temps en train de surveiller les notifications, je suis devant mon écran. Fait que quand je sors, j'essaie même des fois, c'est un peu comme Idiane, à un moment donné, tu deviens faut que je fasse une photo. Tu sais, des fois, tu as du fun, là, mais il y a des fois, tu n'as plus de fun. Là. Puis souvent, si je peux décrocher, je vais le faire. Tu sais, parce que j'ai quand même des engagements avec des commanditaires. Puis c'est correct. Tu sais, c'est un win-win. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui, de plus en plus, me pèse, je dirais. Fait que j'essaie de décrocher le plus possible. Ah ouais, c'est comprenable. Mais ça, c'est que moi, j'ai toujours été un stats freak, là, tout le temps en train de des sheets Excel de n'importe quoi et tout est de rien. Fait que j'aime bien ça avoir toutes ces petits stats-là. Puis, tu sais, j'ai remarqué avec le COVID, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la course. Fait que là, il y a beaucoup de gens, je reçois tout le temps des notifications. Telle nouvelle personne est sur Strava, telle nouvelle personne. Puis je suis comme, c'est bon, c'est intéressant. Oui, parce que les gens, ce que j'ai remarqué, c'est que la marche était devenue le sport national, là, en mars-avril. Fait que, fait qu'il y en a beaucoup, tu sais, qui ont commencé à faire de la marche, puis là, se sont dit, ben, je peux-tu la faire plus sérieusement, puis avec de la technique, puis là, je vais acheter un livre qui me dit comment marcher, tu sais, puis moi, j'ai commencé à courir avec le livre Courir au bon rythme. Ben, t'as le même livre pour la marche. Fait que là, les gens achètent ça. Puis là, ben, peut-être que je peux marcher plus vite, peut-être que finalement, je suis capable de courir. Puis, je suis convaincu que la COVID va avoir encore fait des petits au niveau de la marche, de la randonnée, mais de la course aussi. Des gens qui ont commencé par la marche qui vont migrer vers la course ou qui en ont profité carrément pour commencer à courir.
mais je suis convaincu que ça a un impact là-dedans. En tout cas, on l'a vu avec les réservations camping pour le plein air dans les parcs, c'est plein partout, même si on savait pas si ça allait se faire. T'as de la misère à acheter un vélo, les clubs de golf, les clubs de tennis, c'est plein. Fait que les gens, là, ils veulent juste bouger, aller dehors puis profiter de l'extérieur. J'ai un truc. Vous trouvez des campings qui sont pas accessibles en char. Ils sont encore toutes vides. J'ai checké aujourd'hui. Ouais, bon point. Bon point. Puis, tu sais, je le dis souvent, moi, je suis un fan un peu des parcs régionaux. On les oublie souvent. On parle souvent des parcs de la CEPAC, des parcs fédéraux de Parc Canada. Mais on a énormément de parcs régionaux maintenant au Québec qui ont des offres vraiment complètes, variées. Tu sais, en termes de camping, il y a des endroits qui ont des yurts, ils vont te louer du fat bike, tu peux faire du canot, de la pêche. Tu sais, tu peux à peu près tout faire maintenant dans ces parcs-là. Puis il y en a énormément au Québec, dans nos régions. Fait que c'est un endroit des fois qui est mis un peu de côté, mais qui est quand même en augmentation malgré tout, là, parce que c'est la masse qui fait que ça se tasse partout. Mais les parcs régionaux, c'est vraiment... C'est quoi des exemples de ça, Alexis? Ben écoute, t'as le parc, un que j'aime beaucoup, c'est le parc régional du Massif du Sud, dans Chaudière-Appalaches, juste passé Lévis, le long d'une rivière cristalline. Tu peux pêcher, là, tu peux camper, tu peux faire du vélo. L'hiver aussi, c'est extraordinaire. Il y a le parc là, qui commence à prendre de l'ampleur aussi à Gatineau, là, tu sais, des montagnes noires qui se construisent tranquillement. Si vous allez sur parc.ca, je pense, parq.ca, il y a le répertoire de tous les parcs régionaux au Québec qui sont là. Fait que vous pouvez aller les sélectionner, puis là, vous allez sur le site vraiment du parc, puis vous allez avoir accès à tout ce qu'il y en est. Un autre qui est beau aussi, c'est celui de la Montagne du Diable à Fermeneuve, dans les Hautes-Laurentides. Vraiment un bel endroit aussi, très sauvage sur le bord du lac. Il y a les miels d'Anicet là, qui sont pas loin, qui sont très connus aussi, une bonne table. Il y a vraiment de beaux endroits. Super, ça, je connaissais pas ce site-là, parc.ca. Je viens de le mettre dans les commentaires. Là. Excellent. Ouais, vraiment un bon site de référence. Puis moi, je pense que c'est la semaine passée, j'ai vu ça passer. T'offres tes services de coupeur de haies. Ouais. Je voulais que tu en parles un peu plus de ça. Est-ce que tu fais des sculptures, quelque chose, ou tu es plus classique, genre? Comment tu vends Écoute, ça? Là? La seule place où je parle de ça, en général, c'est une fois ou deux par année sur mon Facebook. Fait que je pensais pas que tu m'arriverais avec ça. En fait, c'est que quand j'avais 18-19 ans, mon beau-père, à l'époque, avait une compagnie de paysagement, puis il m'avait embauché, fait que je travaillais pour lui, fait que je faisais toutes sortes de choses, tu sais, pavé uni, mais aussi de l'entretien. Puis entre autres, de la taille de haies. Puis ça m'est toujours resté, fait qu'à un moment donné, j'ai dit, tiens, mais je peux te donner un coup de main, puis là, il y en a un qui me donne un contrat, puis l'autre, il me donne un contrat. Puis j'ai toujours, malgré tous mes emplois passés, de cadre même en agence de pub, j'ai toujours continué parce que d'abord j'aime ça, je suis à l'extérieur. C'est un plaisir, tu sais, pour garder la main puis rendre service. Fait que j'ai toujours continué à le faire. Puis à un moment donné, je ramassais des fonds même pour les expéditions pour lesquelles j'étais comme Charles Bruno, tout ça. Fait que je prenais une partie de ces dollars-là pour la fondation. J'ai toujours continué à le faire. Puis à un moment donné, c'est devenu une façon de financer aussi mes voyages puis mes expéditions de montagne. Fait que tu sais, j'ai toujours 12 à 15 clients que je fais à chaque année qui me permettent de pouvoir payer une portion de ces expéditions-là. Ah. Mais je vais pas partout, là. Ouais, c'est ça, tu restes dans ton coin. Il y a un range que tu peux aller. Puis aussi récemment, dans les dernières semaines, on a vu tes talents de basketteur. Donc, moi, je voulais savoir quand est-ce qu'on allait voir genre un Alexis le basketteur sur TVA Sport 2, genre. Écoute, ça remonte à il y a encore plus longtemps. Moi, j'ai joué au basketball au parascolaire contre d'autres polyvalentes, secondaire 1, secondaire 5. Fait que je jouais comme garde. Puis c'était l'époque de Michael Jordan. Puis là, on en entend beaucoup parler à cause du documentaire de la Zen sur Netflix que je viens de terminer en fin de semaine. Fait que ça m'a remis vraiment dans l'époque où je jouais du street basketball avec des amis, puis des 3 contre 3, puis avec la grosse radio qui crachait du Run DMC. Là. C'était l'époque. Puis j'ai joué même une année collégiale quand je suis arrivé au collégial ensuite.
Puis après, j'ai arrêté parce que j'ai arrêté d'aller au collège à ce moment-là pendant un intervalle. Mais j'ai toujours joué au basketball. Fait que les gens me disaient, hey, combien t'en as fait avant de faire ce coup-là? Tu sais, j'en ai pas fait 10, là. Fait que c'est vraiment un naturel pour moi comme garde en position, tu sais, de faire des shots de 3 points ou sur le terrain. Fait que c'est une habilité que j'ai développée au cours de ces années-là. Là. J'en ai fait des milliers de lancers au filet. Yes. D'ailleurs, ma mère, aujourd'hui, je pourrais vous l'envoyer, m'a remis une photo avec moi quand je portais le chandail des Bulls. En fait, je sais pas si je peux vous le voir. Hein. Oh, ça, c'est un beau Wow! Je devais avoir Danse sur ta droite un petit peu. Danse un petit peu à droite. Ok, ouais, c'est ça. 12-13 ans peut-être là-dessus. Yo! C'est bon. On avait une question dans le commentaire qui disait est-ce que les gens te confondent avec Alex Syke parfois? C'est arrivé, mais pas tant que ça, honnêtement. Beaucoup pensaient au début peut-être que le show de télé Alexis le Randonneur, c'était Alex Ike, parce que Alexandre, lui, avait quand même déjà un certain exposure média depuis longtemps avec son site de référence, tu sais. Mais non, je te dirais que c'est arrivé pour vrai, là, 3-4 fois peut-être. Fait que je suis content. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Est-ce que t'es heureux? Tu sais, c'est comme la légende, Alex. Ouais. On aime bien la Non, puis avec Alex, on n'a jamais rien fait ensemble. Puis peut-être éventuellement, pourquoi pas. Moi, je serais bien ouvert de faire quelque chose avec lui. Ouais. Alex et Alex, je sais pas. Ben, si tu le contactes, je suis pas mal sûr qu'il va vouloir le faire. Là. Ah oui, Je je veux dire, sais, lui, c'est juste l'occasion. Puis, nous, il est venu 2 fois ouais. à notre micro, là. Fait qu'il est vraiment le fun comme gars. Puis il est super généreux aussi, donc il est super agréable Ouais. à collaborer avec lui. Ouais. Ouais, on s'est parlé quand même à quelques reprises là, par Messenger, mais sans plus. Mais éventuellement, pourquoi pas. Ben oui. Fait que ça fait presque bientôt 1 heure. Ah, c'est débile, hein? Ouais, ça passe Ça vite. passe vite. Les gens, Hey, s'ils veulent... je peux vous parler d'autres choses? Ben oui. Oui. Ben oui, vas-y. J'ai un autre primeur. Hey, la troisième ouais. à soir, hein, on est Je payé. vous la donne. On va être dans une annonce de TVA Sport. Oh, un petit buff. Hey, beau. Un La petit bon chaîne. Alexis Randonneur. Wow. Qui va être lancé au courant de la semaine prochaine. On est en train de finaliser les pubs. Là, vous allez les avoir en même temps que l'émission sur Alexis le Randonneur. C'était prévu de sortir cet item-là pour la saison 2. On a devancé la sortie parce qu'évidemment, là, il y a la rediffusion. Puis dans le contexte, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on va remettre sur chaque bandeau vendu 1$ aux banques alimentaires du Québec. Donc, Très c'est bonne idée. un bandeau qui n'est pas très dispendieux à 19,95. Vous allez pouvoir l'acheter. C'est boutique, c'est-à-dire lachasseboutique.com. C'est fait au Québec entièrement, hein, designé et imprimé. Le textile, tout ça au Québec, c'est fait dans la région de Saguenay. En lachasseboutique.com. Il va être en ligne et en vente très bientôt. Fait que vous l'aurez vu sur deux dehors avant tout le monde. Moi, j'adore les couleurs. L'orange, c'est ma couleur, une de mes couleurs préférées. Ouais, ben c'est un jaune, peut-être à cause de là, c'est un jaune orangé. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, mon Joe Explore, moi, il était un peu dans ces couleurs-là. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé les oranges. Puis, Comme ma canette, c'est un item tellement pratique puis passe partout. C'est disponible en ligne puis il livre partout au Québec, j'imagine? Oui, Super. C'est ça, ça va être, évidemment. ça va être sur ton site web que tu vas avoir ça, ton site web personnel, ou ça va être sur c'est-à-dire ta page? sur la page Facebook d'Alexis le Randonneur, on va en faire la promotion, mais vous l'achetez directement en ligne sur lachasseboutique.com. Puis eux vont vous l'envoyer directement. Là. Puis qui sait, il va peut-être être disponible même dans un magasin bientôt aussi. Ah, ok. Puis est-ce que cette compagnie-là, il en ferait des dehors? Si on leur demande, mettons? Ben oui, eux autres, ils produisent, tu sais, ils en font pour les filles de bois, je pense. Ou, Filles du Nord. Ouais. Les filles du Nord, ouais. tu sais, eux autres, ils font énormément de corporatifs. OK. C'est sûr que vous pouvez parler avec eux autres puis passer votre commande. En tout cas, nous, on a vraiment eu une belle collaboration avec eux. Ils ont embarqué dans le projet rapidement, puis on a pu lancer ça vite. Super. Il est beau, en tout cas.
Fait que à l'écran, en ce moment, je vais mettre, dans le fond, tes coordonnées. Là. J'ai pris une belle photo que Guillaume a faite. Guillaume avec son watermark Ouais. dans le bas qu'on peut voir. J'aime bien cette photo-là. Je l'ai prise sur ton Facebook. Fait que si les gens veulent te trouver sur Facebook, c'est Alexis le randonneur. Même chose sur de Ouais. l'Instagram aussi, sauf que là, il n'y a pas d'espace, par exemple. J'ai mis des espaces, mais je me suis trompé de m'en rendre compte. Et les gens C'est aussi, Alexis le randonneur, les deux. exact. Puis les gens aussi peuvent aller sur alexisnantel.com. Je vais mettre le site à l'écran en même temps. Ouais. Dans le fond, AlexisLeRandonneur.com, ça mène au même endroit. OK, c'est ça, ça redirige. Ah, ok. Puis, c'est ça, dans le Ok. fond, sur ton site web, si les gens ils veulent avoir plus d'infos sur toi, ça parle vraiment tout. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu sur ton site web. Je veux dire, tu parles de tes expéditions, tu en as vraiment beaucoup aussi, là, genre côté expédition, les 7 sommets, les Adirondacks, t'en parles, Appalaches, Chic Choc, tout ça. Il y a aussi beaucoup, tout ce que tes médias, on peut te trouver à la radio, on peut te trouver à la télé aussi maintenant avec Alexis le randonneur depuis Ouais. le passé. Tu continues encore à faire de la radio si je me trompe pas, right? Oui, Je vois une de couple façon, souvent des vidéos de façon passer. régulière là, sur le haut 103.5, station d'Arsenal Média dans la Naudière. Et je suis au 106.9 aussi en Mauricie au courant de l'été. Et quelques, je dirais, apparitions, même si vous ne me verrez pas, mais au 98.5 aussi à Montréal à l'occasion. Ouais. Mhm. C'est ça, dans le fond, si les gens ils veulent te contacter pour quoi que ce soit d'autre, tu as tes services aussi. Puis moi j'aimais bien la voix et narration. Si on voulait avoir ta voix, on pouvait l'emprunter. Donc ça, je Oui, trouvais ça. Je browsais ton site, puis il me semble que j'avais pas vu ça la dernière fois. Ça m'a, Mhm. je trouvais ça j'ai pas cool. j'ai pas mis beaucoup d'exemples. Je pense que j'en ai un ou deux, mais Ouais, c'est quelque chose que je fais aussi depuis longtemps. exact. Fait que c'est ça, là. Si les gens ils veulent aller avoir plus d'informations sur toi, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs à lire là-dessus. Fait que c'est ça. J'ai montré aussi plus tôt le blog Jules Beau que tu parlais Oui. tantôt. Donc ça, j'ai vu ton article. Fait que c'est ça, c'est sur alexinantel.com que les gens peuvent te trouver. Euh, c'est ça. Pour ce qui est de Tout nous, est là, ouais. ouais. Pour ce qui est de nous, c'est la même chose. C'est De dehors sur Facebook, De dehors sur Instagram et podcastdedehors.wordpress.com pour notre site web. Donc, les gens, je pense que s'ils sont ici en train de nous regarder, c'est parce qu'ils savent comment nous rejoindre. On a Robin aussi qu'on peut trouver sur Physiorando sur Facebook, Physiorando sur Instagram et physiorando.com. Le seul de nous trois qui a le OG, le même nom tout le long, partout. Ah, aussi, toi aussi, Alexis, dans le fond. Toi aussi, t'es Oui, oui. un OG. C'est pas grave. Et pour ce qui est de Joe, Jonathan, on peut le trouver sur joe.explore plein air sur Facebook, joe.explore sur Instagram et joe.explore sur YouTube. Joe qui fait maintenant des vidéos de déconfinement. Il a été un peu à l'avance sur nous autres parce que lui, il a eu le droit avant nous. Chanceux. Ah oui. Mhm. Parle de Ben, Chabot à ben, côté du parc de Gatineau. les gens me disent, Alexis, pourquoi tu ne nous fais pas des vidéos réguliers, tout ça, tu sais, justement de technique, de rando, tout ça? Parce que j'en fais tellement dans ma job qu'en dehors de ça, quand je suis en rando, comme je vous disais, j'essaie de décrocher. Fait que je les réfère tous à Joe. J'ai dit, il y a un gars qui fait ça. Joe Explore. Je les envoie tous. C'est pour ça que ses followers ils grimpent vite de Ouais, même. c'est ça. Ouais, ouais. J'ai quand même quelques petits trucs sur YouTube aussi. Là. J'ai une petite chaîne YouTube. Puis les épisodes d'Alexis le Randonneur aussi sont disponibles là, sur Ouais, le j'en ai écouté une couple justement Ah ouais? sur YouTube Ouais. ou sur Facebook, si je me souviens Ouais, plus. ouais. En tout cas, quand j'en vois sur Facebook, j'ai tout là. Sur YouTube, en tout cas, j'en ai vu, moi. Ouais, sur YouTube. Robin aussi fait des vidéos sur les techniques. Là. Moi, c'est plus du divertissement, de l'information sur les produits, des choses comme ça. Mais je fais pas les techniques comme Robin avec les bâtons, des choses comme ça. Là, mais Non, exact. Ça, c'est plus son. ouais, c'est ça. Mais non, je m'amuse. Exact. Donc, je sais pas si les gens dans les commentaires avaient d'autres questions pour Alexis ou quoi que ce soit. Sinon, ça fait pas mal le tour pour ce soir. On a fait 1 heure, on a bien fait ça. On a bien cadré ça. Fait que je sais pas si tu avais un mot de la fin, Alexis, que tu voulais dire, remercier, te plugger quelque chose ou remercier un commanditaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, Robin? en fait, non. Ouais, qu'est-ce qu'il veut me dire? Je sais pas. Je vois pas. Je vois On rien. voit pas. Son internet est trop mauvais. Ben, en fait, non, écoute, je vais rien plugger de moi comme tel, mais vous allez le faire, puis vous le faites bien, les gars.
Mais tu sais, peut-être juste rappeler les règles quand même à suivre en randonnée. Des fois, les sentiers sont étroits. J'ai pas le goût de me ramasser collé avec un paquet de monde. Puis on veut pas empirer la chose non plus. Fait que c'est juste de suivre les règles. Puis je sais pas si vous avez vu passer la petite infographie de Rando Québec. Mais si vous allez sur leur site ou leur Facebook, vous allez le trouver. C'est vraiment bien fait. Ça explique vraiment l'ensemble des choses à faire pour la randonnée en période de COVID. Parce que moi, j'ai bien l'impression qu'avec, il y a eu une fermeture, puis là, il y a une ouverture. Il va y avoir beaucoup de monde. Mettons, en fin de semaine, là, j'ai l'impression. Moi, je vais éviter les sentiers juste pour éviter le monde. En fait. Oui, mais tu sais, quand ils disent qu'ils rouvrent les régions, il n'a pas dit non plus, ils disent pas nécessairement au monde, allez-y, voyager entre régions. Ils disent toujours de garder ça quand même au voyage idéalement essentiel, de ne pas commencer à se promener, je sais pas, de Gatineau, puis monter à Charlevoix. Là. Non, mais mettons, le monde de Montréal, ils vont aller au Mont-Saint-Bruno, ils vont aller au Mont-Saint-Hilaire, ils vont aller à Offord. Je sais pas, ils sont tous ouverts, mais il va y avoir ce phénomène-là, pareil. Les gens sont tannés de monter le Mont-Royal. Hein, Dave? Tu veux voir d'autres choses. Camillien Houet, il allait monter une couple de fois. Ça va être plein, mais écoute, c'est des randos d'une journée, fait que donc il faut que ça soit près de la maison. Suivez les règles. Yes. Super. Robin, t'avais un message pour nous? Oui, mon nom, ton Robin. Ah! Fait que Robin, il veut dire, on se voit à dehors tout le monde. Allez, merci. Merci.